avant d'évoquer la Roumanie et ton rôle de sélectionneur, tu as fait une Coupe du Monde en adjoint à la touche et aux avants avec Patrice Agisquet au Portugal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, même parce que là on en parle un peu moins, mais enfin vous avez marqué cette Coupe du Monde. Ah ouais. C'est peut-être ce qui a été la chose la plus marquante de cette Coupe du Monde, c'est la progression du Portugal. Et toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Est-ce que David, tu peux nous raconter comment tu as été approché par le Portugal? Parce que toi, tu es arrivé quoi, 6 mois avant la Coupe du Monde? Et comment se sont passés ces 6 mois? Est-ce que tu imaginais une telle Coupe du Monde? J'avais 4 mois avant. Patrice, il m'a invité à la finale du tournoi des 6 nations B contre la Géorgie à Badajoz en Espagne. Et c'est là-bas en fait où il me posait plein de questions, on n'a fait que discuter, il m'a présenté tout le monde. Et à la fin, je n'avais pas vu le guet-apens au début. Et à la fin, il m'a dit, écoute, on a parlé avec tout le monde, est-ce que tu veux rester avec nous? J'ai dit, écoute, j'ai besoin de temps, parce que là, tu me proposes quelque chose de beau, mais complexe aussi, tu vois. Parce que ça, on partait de loin et franchement, le travail, il était énorme. Énorme, étant donné qu'en tournoi destination B, tu étais en difficulté face aux Géorgiens, notamment sur le jeu d'avant. La densité, la puissance et tout. Je me suis dit, mais la Coupe du Monde va être un massacre. Ça va être compliqué en densité de répondre. Ah, v'là la poule aussi. Ouais. Mais j'ai simplement accepté parce que j'aime le rugby et qu'une Coupe du Monde, c'est magnifique à vivre. Et puis, je suis tombé sur des super mecs. Je suis tombé sur un staff. Patrice, c'est un dieu. Hein. C'est un dieu du rugby. Je te promets, il est sous-coté terrible, Patrice Agisquet. Bah, vu ce qu'il a fait, enfin, j'espère que sa cote, elle est remontée, quoi, s'il était sous-coté avant, parce que... En fait, sous-coté, selon toi? Parce que les gens gardent l'image de Biarritz. Tu sais, tu finis rarement bien dans les clubs. Les gens ne veulent pas que tu finisses bien. Et Patrice, il a fini comme un mec qui faisait que crier, qui faisait des vidéos de 2 heures, qui s'en prenait au mec directement. Eh ben ouais, les gars. En fait, il est honnête, donc il dit les choses. Oui, il fait des vidéos de 2 heures parce qu'en fait, quand il fait une vidéo, il regarde chaque action minutieusement et il dit à chacun qu'est-ce qu'il aurait dû faire de mieux, comment il aurait dû réagir, comment. Et quand il prépare ses équipes, il met de la passion. Donc en fait, il met du tempérament, il met de l'agressivité, il met. Attendez, moi j'ai eu Guy Novès, les gars, vous croyez que c'était facile, hein, Guy Novès? Non, je pense. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est insulter nos parents, Guy Novès. Ah, ça va. Il m'a peut-être dit une fois de ta mère, mais il n'a pas fait exprès. Ça a glissé comme ça. Ça a glissé. Il s'est excusé. C'est le seul moment où il s'est excusé. Ah, je suis allé un peu trop loin. Mais du coup, est-ce que c'est un exploit du Portugal? Est-ce que les joueurs sont allés au-delà de leur capacité ou tu estimes que le Portugal était à sa place? Parce que en fait, le véritable niveau, il est là. Est-ce que c'était une surperformance selon toi? Je ne sais pas si ça aurait été possible de le reproduire ou si c'est possible de le reproduire. Cette Coupe du Monde, c'est l'aboutissement de 4 années de travail. Moi, j'ai fait 4 mois. Patrice, pendant 4 ans, il a bossé pour ce projet. Et le refaire, non, pas de suite en tout cas. Il y a un changement générationnel qui fait qu'il faudra du temps. Mais sur la Coupe du Monde, je vais peut-être m'emballer, mais je pense qu'on aurait peut-être même mérité mieux. Ouais, genre le match nul, ça peut être une victoire, quoi. Oui, et puis je trouve que le 28-8 contre les Gallois, il est dur. Pas mérité. Je trouve que le 34-14 là, contre les Australiens, là, il n'est pas mérité. Non, mais ça fait chier parce que tu te dis que pendant un mois, tu aurais pu faire des choses gigantesques, tu vois. Et je pense qu'on a prouvé au monde entier qu'il suffisait pas d'argent, d'être un pro, pour faire des belles choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hein. En fait, moi, ce qui m'a impressionné, mais toi, donc tu l'as vécu de l'intérieur, c'est cette envie de s'en sortir par le jeu. Et à chaque fois, tactiquement, il y avait un vrai truc intéressant face aux équipes, tu vois. Et puis c'était emballant, quoi. C'était vraiment emballant. Moi, je me suis dit, ils vont jamais tenir. Il y aura plus d'essence au bout d'un moment. C'est plus possible. Et les 4 matchs, ils sont emballants. Et les 4 matchs, ça relance de partout. C'était hallucinant. La prépa physique a été bien faite. On avait un prépa, 2 jeunes Français, Michael Dallory et Paul Serré-Labourdette, 23 ans. Les 2 ont été fabuleux, ils ont fait un boulot de malade. Et ils ont été rejoints vers la fin par Olivier Rieg. Tout le monde s'est mis en sur-régime en fait. Et on a poussé les joueurs au maximum. Et Patrice a préparé tous les matchs et il a préparé les joueurs pour gagner les matchs. C'était fabuleux.
Je lui ai dit, t'as fait un truc de malade. Il s'est trompé en rien. Dans le management, dans la stratégie, il s'est pas trompé une fois. Pas une fois. Il n'y a pas une fois tu peux dire, là, j'aurais pas fait ça. Non, mais là, tu le regardais, tu disais, mais pourquoi ce mec, il est dans les abysses du rugby français alors que c'est un tueur, quoi. Ouais. C'est un tueur. Justement, parlons des joueurs. Sam Marquez, Nicolas Martins, Mike Tadger. Raphaël Costa Storti. Enfin, il y en a un milliard des joueurs, alors qu'on connaît en Pro D2. Mais enfin, là, la saison actuelle de Sam Marquez, ceux qui ne suivent pas la Pro D2, je pense que vous vous rendez pas compte de ce qu'il fait une saison, mais même Costa Storti. Hein. Enfin, en fait, quand tu vois les joueurs, il y a des joueurs de très haut niveau. Qu'est-ce que tu vois comme avenir pour, par exemple, Costa Storti qui va revenir au Stade Français Paris, David Sam Marquez, est-ce que, d'après toi, il a encore des années à ce niveau-là? Et c'est vrai que tu parlais de trou générationnel pour la suite. Il faudra regarder un petit peu comment ça va se passer. Mais là, ces joueurs-là sont quand même exceptionnels. Sam, pour moi, c'est... Alors, je vais être violent, hein, c'est du gâchis intégral. Il a un niveau, ce mec, de malade. De malade. Il a peut-être fait des mauvais choix dans sa carrière. Il a peut-être pas eu de cul. Il a peut-être pas fait les saisons qu'il devait faire. Mais il n'a pas le niveau Pro D de Sam Marquez. Ça, je peux te le dire. Physiquement, déjà, c'est un animal. C'est un décathlonien. Et puis rugbystiquement, il pige le rugby, il aime le rugby. C'est un gosse, tu vois. Il a 36 piges, là. 36 piges, je crois. Ouais, mais je sais pas, il est C'est tellement un tueur. partout. C'est un tueur. Costa Storti, c'est un tueur. C'est un tueur offensivement. Il est attiré par la ligne, il veut scorer. Martha, c'est un tueur. Pinto, qui est pas revenu avec l'équipe nationale de Colomiers, c'est un tueur. Bento, l'arrière de Mont-de-Marsan, il est là. Ils ont des joueurs, en tout cas derrière, il y a des joueurs de grande qualité. Devant, tu as Nicolas Martins et Madera. Madera est excellent. Il est sous-coté pour moi, Madera de Grenoble. José Madera. Très bon. Mais Martins, ça a été une révélation. Hein. Franchement, il arrive à Montpellier l'année prochaine. Il est vraiment sorti du lot, moi je l'ai trouvé. Hein. Ouais, c'est le profil du troisième ligne de haut niveau. Il est grand, il est athlétique, il va super vite. Il est bête comme ses pieds en plus. Il peut se battre avec lui-même en fait. Il est con. Je te jure, il est méchant. Il est agressif, tu sais. Il est bêta-sous, tu vois. Ouais, je vois. Il est bêta-sous. Mais c'est normal, il est comme ça et ça va très bien avec ce qu'il est. Puis ballon en main, il est très intéressant. Très intéressant. Ouais, il a pas les mains dans ses poches. Du coup, toi, tu les connaissais pas ces gars, enfin peu sans doute. Quand t'arrives 4 mois avant, c'est une énorme responsabilité de devoir. T'as géré quoi, mêlée touche les deux? Non, mêlée c'était Michael Dallery qui était prépa physique et en plus il faisait la mêlée. Okay. Et non, moi c'était les avants. Après, hors mêlée, je faisais tout le reste. Okay. Voilà, tout le reste. Et après, j'intervenais sur différents secteurs. Hein. Avec Patrice, on n'était pas forcément que sur son secteur de prédilection. Et puis, il nous faisait confiance. Et puis moi, quand il m'a fait venir, Patrice, il m'a fait une confiance aveugle. Et en fait, on s'est complété parfaitement bien. Parfaitement bien. On était l'opposé, en fait. Ah, tu vois, on était l'opposé. Moi, j'étais la conquête, la défense. Je suis plus sur ces trucs très rugueux. Et Patrice, il est sur la créativité, le punch, la vitesse, le offload, le déplacement. Et en fait, on s'est complété fabuleusement bien. Tiens, bah, ça fait plaisir. Mais du coup, tout ça, là, c'est très beau. Mais alors, pourquoi ça continue pas, en fait? Moi, c'est ça qui m'a rendu fou. La Fédé portugaise a fait n'importe quoi ou... Écoute, tu sais, c'est comme dans les clubs. Hein. Quand tu as 2-3 trous du cul qui n'ont pas envie que les belles choses et les belles histoires continuent parce qu'ils sont en train de perdre le monopole et le peu de pouvoir qu'il en reste, ils font tout pour savonner la planche des gens. Et Patrice, il a été épuisé de ça. Et à partir du moment où Patrice a décidé de partir, moi, je faisais une croix aussi sur la suite. Hein. Et pour être honnête avec vous, je suis parti là-bas sans penser à mon futur. Hein. Ouais. Pour moi, mon futur s'arrêtait après la Coupe du Monde et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Non, j'ai pris un risque incommensurable parce que, comme vous devez vous en douter, je ne suis pas allé pour m'enrichir. Hein. On ne s'est pas enrichi en entraînant au Portugal. Non, c'est simplement que voilà, ça n'a pas continué parce que c'est encore des problèmes humains. Maintenant. Mais en fait, c'est ça qui est terrible.
C'est que tu vois, on entend, ouais, le tiers 2, tiers 3, ça doit jouer contre le tiers 1, etc. et compagnie pour aider les fédérations. Mais j'ai l'impression que les fédérations, elles se sabordent d'elles-mêmes, en fait. Elles ont pas besoin de. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que le problème, il est encore plus enraciné, en fait. Et ça, moi, ça me rend plus triste qu'autre chose. Tu connais la phrase on est à l'image de son commandement? Je la connaissais pas, mais je la comprends bien, ouais. Eh ben voilà, quand tu as un sombre abruti au commandement, eh ben, à un moment donné, tu fais des choix d'abruti. Et alors, le président portugais, il est ce qu'il est, et il a beaucoup amené à la Fédé et tout. Mais à un moment donné, un mec comme Patrice Lagisquier, il fait un pont d'or. Ah bah ouais, tu le gardes. Même pas d'argent, hein. Mais même pas d'argent, en fait, un pont d'or dans le. Parce que Patrice, il est pas con. Et aujourd'hui, c'est même pas l'argent qu'il recherchait. Il recherchait travailler dans la continuité, travailler proprement, avoir pas d'inégalité. Honnêtement, on continue de construire avec les mecs et tout. À un moment donné, il a pété un cap, Patrice. Il n'en pouvait plus. Il disait non, mais j'ai l'impression de parler à un mur en permanence. Donc, il est parti. Ensuite, si on avance, David, après, moi, j'ai lu un truc sur Actu Rugby, je crois, une interview que tu as donnée, et ça m'a surpris, parce que moi, je sais pas comment ça fonctionnait, mais c'est pas directement la fédération roumaine qui t'a contacté. C'est via World Rugby, en fait, que tu as été contacté pour devenir sélectionneur. Comment ça fonctionne? Alors, World Rugby a envoyé pendant la préparation du Portugal et même pendant la Coupe du Monde des gens et Urcade, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, est venu et il a trouvé intéressant ce que je proposais. Il m'a appelé à plusieurs reprises en me disant qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu te rengages en France? Est-ce que tu veux rester à l'international et tout? Et moi, je ne savais pas. J'ai dit, j'en sais rien, je verrai après la Coupe du Monde. Et grosso modo, après la Coupe du Monde, j'ai eu un appel de l'ancien directeur performance de World Rugby qui m'a dit, voilà, il y a des nations intéressées par ton profil. Et là, il m'énumère des pays et je me dis, waouh. Et j'entends parler de la Roumanie par un copain à moi. J'entends pas parler par World Rugby, il m'en parle pas. Et là, j'ai un appel du président roumain, Alin Petrache, et qui me dit on est intéressé par ton profil, j'aimerais te rencontrer. Et je lui dis mais président, World Rugby il le sait. Non, mais on leur dira quand ce sera le moment. Ok. Et en fait, donc je les ai rencontrés. Ensuite, World Rugby m'a appelé en me disant au fait, David, il y a la Roumanie qui est intéressée par toi. Je l'avais déjà vu. C'est incroyable. Donc, mais en fait, moi, je trouve ça fou que ce soit comme ça le marché, en fait. Que ce soit des agences d'intérim, genre le World Rugby, en fait. C'est genre, enfin, pas des agences d'intérim, mais c'est eux qui s'occupent des fédérations. Je trouve ça assez hallucinant. C'est les fédérations qui disent là, on aimerait bien un entraîneur. Et eux, après, ils cherchent les profils, quoi. Ils cherchent les profils et en fait, ce qui est pas commun pour un Français, c'est de parler anglais, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est rédhibitoire. Tu ne parles pas anglais, t'as personne qui te calcule. Et toi, comme t'as joué en Angleterre, ça t'a quand même pas mal aidé, ouais. Ouais, après j'ai un accent de merde, mais bon, c'est vrai que. Les Roumains, ils ont aussi un accent, je pense. Tu vois, on a tous des accents. À un moment donné, c'est pas grave. L'important, c'est de se comprendre. Hein. We are in France. We speak French. Et du coup, c'est quoi être sélectionneur? Ah ouais, ça fait quoi? Ça donne quoi? Qu'est-ce que c'est le boulot de sélectionneur de la Roumanie? Parce que tu vois, c'est pas Fabien Galtier, j'imagine. Ah non. Non. Non, mais c'est ça qui est ouf en fait, parce qu'il y a la Roumanie, sans vouloir en faire trop, mais à la dernière Coupe du Monde, quand on parle d'une équipe en difficulté, la Roumanie c'était vraiment pas loin d'être pas catastrophique, mais on s'attendait quand même un tout petit peu mieux. Là, aujourd'hui, c'est quoi la fédé roumaine? Et le rugby roumain, est-ce qu'il y a une base? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il faut repartir de zéro? On imagine bien qu'être sélectionneur de la Roumanie, c'est effectivement pas comme être sélectionneur de la France. Mais du coup, il y a absolument tout à faire, quoi. Ou à refaire. Tu peux pas refaire, en fait, ce qui a été fait avant. Les Roumains, avant, étaient en France, ils jouaient en France. Donc, tu avais énormément de joueurs en top 14 et en Pro D2. Je te dirais même beaucoup en top 14. Donc, quand tu jouais la Roumanie, tu savais que tu avais une équipe du niveau actuel de la Géorgie ou des Fidjiens, une équipe qui était capable de battre une équipe du tiers 1 sur un match, tu vois. Mais aujourd'hui, les Roumains ont décidé de ne plus partir, de ne plus venir en France. Ils ont laissé la place aux Géorgiens qui l'ont prise et grandement. Et donc, à l'arrivée, c'est la Géorgie qui a poussé et la Roumanie s'est écroulée. Et aujourd'hui, les Roumains, c'est dur de leur faire quitter la Roumanie parce qu'ils jouent un championnat, leur championnat local, tu vois. Et tu as quand même des joueurs qui prennent entre 2000 et 4000 balles par mois.
Et tu te dis, ils se disent pourquoi j'irai en France? Est-ce que David, comment ça se passe pour recruter les joueurs, le scouting en fait? Enfin, pas les recruter, mais les observer en fait, tout simplement. T'as genre le canal roumain, le France 2 roumain, ou comment ça se passe? Sans aucune vanne, hein, vraiment, je me dis. Comment c'est possible? Je sais. C'est pas facile. C'est du bouche à oreille. On essaye. Tu vois, j'ai Mika Dallery, le prépa physique, qui m'a envoyé la photo d'un mec en me disant David, lui, il est roumain. Il joue en France, on ne le connaît même pas. On essaye de trouver avec les copains. On n'a pas l'argent d'avoir des scouts. C'est à moi aussi de me débrouiller. J'ai trouvé quand même des jeunes joueurs dernièrement, dont Mitou, là, le numéro 8, qui a 19 ans, là, qui a été monstrueux contre l'Espagne. Un super joueur qui joue en France, en espoir à Pau, il joue. Okay. Tu vois, j'arrive à avoir des petits coups comme ça. Mais après, les gens ils s'insurgent quand ils voient l'équipe qu'on aligne en disant ouais, mais ils ont des Tongiens, et ouais, ils ont des Samoans, ils ont des Gonzes. Mais t'as envie de leur dire, mais vous êtes gentils, les gars. On n'a pas de joueurs. C'est des naturalisés. Vous voulez voir la France, combien on a de naturalisés? Vous voulez voir l'Angleterre, les Écossais les Écossais, la moitié de l'équipe. Hein. La moitié de l'équipe, l'Écosse. Les Écossais, tu as une feuille de match sur le 6 Nations, ils n'ont même pas la moitié des joueurs qui sont écossais. Donc au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, genre Vaovasa, etc. Enfin, c'est un joueur. Enfin, il y a eu des joueurs qu'on a. Alors, oui, certes, ils sont naturalisés, mais c'est des beaux joueurs, quoi. Tu vois, genre, c'est pas de la merde, quoi. Non, Vaovasa, il a un super pouvoir offensif. Après, je crois que c'est ma grand-mère qui a appris à défendre. Donc, Ah merde. Donc, tu vois, autant à un moment donné, Andrew Mertens. Ouais, t'as raison. Les All Blacks le cachaient, ils le mettaient à l'aile. Mais là, avec le staff, on est en train de réfléchir si on va pas le mettre en tribune. On le fait sortir pour pas qu'il défende. Et on le fait rentrer, tu vois, comme les libéraux au volet, tu sais. Ouais. Non, mais je déconne. Si franchement, Vaovasa, il a la défense. Il est je te dis pas en top 14, mais en Pro D2, il y est en rigolant. Parce qu'offensivement, il a vraiment des super pouvoirs. Mais après, il y a des Tevita Manoumoua, c'est un animal. Il y a des super joueurs, mais il y en a pas beaucoup. Donc, on galère. En fait, ce qui est terrible, c'est que le taf, c'est vraiment de. Ah, du coup, je pense jouer avec les connexions et de se dire, est-ce que dans les championnats de France, est-ce que y a des franco-roumains, quoi, en fait? Toi, tu chasses le franco-roumain. Tu chercher les grands-pères et les grands-pères roumains. Mais Joseph, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, si je pouvais faire une annonce en passant par l'État en disant David Girard cherche des joueurs, oui. J'aimerais le faire. Mais du coup, toi, t'es très peu en Roumanie au final. Il y a eu des camps d'entraînement en Roumanie pour. Bah, si, pour le REC quand même. Vous étiez là. T'étais là-bas pendant. Bien. Je sais pas si vous avez vu un peu les images en janvier. On a fait un camp d'entraînement. On ne s'est pas entraîné pendant presque 3 semaines parce qu'il faisait moins de 10 et qu'il y avait la neige et qu'il n'y avait pas de terrain. Tout à fait honnêtement, le REC, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc ce qu'on appelle vulgairement 6 Nations B, mais qui n'est pas le 6 Nations B, qui est le championnat d'Europe avec les clubs qui restent après les pays qui restent après le 6 Nations. Est-ce que les Roumains ont été vexés d'être mis dans la poule développement? Parce qu'après la Coupe du Monde où tu prends des 80 grains dans tous les sens, si tu vois qu'en plus on te met dans la poule développement, etc., t'es un peu en train de te dire, est-ce qu'il y a eu un gros sursaut d'orgueil sur le REC et sur la Super Cup? Non, le REC, c'était un mix. On a fini 4e, qui est notre position, tu vois, il n'y a rien à dire. On ne mérite pas mieux, mais on ne mérite pas moins. Non, mais la prochaine Super Cup, on est dans la 2e poule. On est dans la poule la plus faible. Mais ça a été une demande de la fédération. Parce que normalement, on était dans la poule la plus haute. Ouais. Et financièrement, la Fédé ne peut pas assumer le fait de se déplacer à Tel Aviv, comme les Georgiens, les Black Lions. Ouais. On n'a pas les moyens. Aujourd'hui, il faut le peu de moyens qu'il y a, il faut qu'on le concentre sur l'équipe nationale pour le REC 2025 qui est qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc, des fois dans la vie, il faut faire des choix. Là, on va privilégier le développement des joueurs au développement collectif avec des matchs de très haut niveau parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'effectif et pas forcément les moyens pour. Mais du coup, attends, tu dis qu'il est qualificatif pour la Coupe du Monde 2027, mais du coup, il faut faire quoi? Il faut être dans les 3 premiers? Comment ça se passe pour le REC? Il va avoir 2 poules de 4 et c'est les 2 premiers de chaque poule qui sont qualifiés direct pour l'Australie. Sachant que notre poule... énorme. Oh, la pression. Le tirage n'est pas sorti encore, mais des échos qu'on a et vu les classements actuels, le ranking mondial, on serait avec le Portugal, avec la Belgique et avec l'Allemagne. La Belgique qui a fait qui a surpris son monde en battant le Portugal. Ouais.
Et ça va se jouer, et ça c'est une info, ça va se jouer sur 6 matchs. Il y aura 3 matchs à la maison, 3 matchs à l'extérieur. Ok, une vraie poule comme avant la Coupe d'Europe. Ah bien ça, bien. Ouais, donc ça permet de lisser les surprises, on va dire quand même. C'est ça. Si t'arrives un peu armé. Et puis le rugby c'est à l'extérieur et chez toi. Et je trouvais que attendre le tirage au sort et te retrouver, imagine, tu te déplaces 2 fois à l'extérieur et que la seule réception que tu reçois la Géorgie dans ta poule. T'es content, t'as passé un joli rec. C'est un bon moment, ouais. C'est des bons moments. C'est quand même incroyable, David, quand même, t'acceptes des défis peu communs, quoi. Des défis où t'es... l'échec n'est pas... voilà, je sais pas ce qui t'attire vers ça, mais c'est quand même incroyable d'accepter ces trucs-là. C'est pas le fait... De ce qui m'attire en partant, c'est qu'est-ce que je suis en train de fuir surtout. Parce que la réalité, elle est là. C'est que je fuis quelque chose. Et ce que je fuis, c'est la déception d'être dans un club français, d'avoir des relations bancales avec les gens, de manquer d'humanité en face de toi, d'avoir des gens malhonnêtes, de revivre ça, en fait. Et ça, aujourd'hui, j'en voulais pas, en fait, dans ma vie. Tu vois, je voulais me lever le matin et me dire, je gagne beaucoup moins que quand je travaillais en France, mais par contre, je suis heureux d'être avec les gens avec qui je suis. C'est dur, on n'a pas d'argent, eh bien, on se débrouille, on s'aide, on trouve des solutions. Et à un moment donné, ça me rend heureux, tu vois. Ça me rend heureux et je trouve ça plus louable que de gagner plus d'argent et d'être avec des sombres connards. Alors, pas tous, hein. Mais il en suffit d'un ou deux des fois. Vous connaissez Astier de Camelot? Oui, oui, exactement. J'ai vu cette interview là. Fabuleux. Alexandre Astier a dit qu'il ne voulait travailler qu'avec des gens avec qui il serait capable d'aller dîner le midi, d'aller manger le midi. C'est ça. Il a dit qu'il ne veut plus bosser avec des connards. Il dit qu'il voudrait juste travailler avec des gens avec qui il a envie d'aller bouffer au resto. À moitié, c'est-à-dire que je ne bosse pas avec des gens avec qui je ne voudrais pas déjeuner. C'est ma règle. Alors autant te dire que j'en ai 3-4 à Montauban. Si je vais bouffer au resto, je remets la morora dans l'assiette. Et du coup, ton staff, t'es venu avec un staff et tout? Comment t'as fait? J'ai recruté des gens un peu comme moi, imparfaits avec des qualités et des défauts. Et j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur des super mecs. Les 2 prépas qui étaient avec le Portugal, je les ai fait bien avec moi. J'ai fait venir Benjamin Lapère. Ah ouais? Les gens n'ont pas. Mais non. Les gens. Ah oui. Mais sûr, les gens ne l'ont pas respecté à la fin, donc. Les gens ne l'ont pas respecté à la fin et ça m'a tellement déçu pour lui, alors que c'est un super mec. Les gens l'ont jugé sur son apparence plus que l'humain qu'il est, et moi je lui ai donné sa chance et je le regrette absolument pas. Il fait quoi exactement du coup avec toi? Il fait adjoint sur les 3 quarts, la défense et le jeu au pied. Ok. Bien. Et ensuite il y a Raphaël Saint-André. Mais non, mais attends, mais c'est un super staff ça. Attends, mais attends, un staff de fou. Raphaël Saint-André qui est entraîneur de Dax, qui a été entraîneur de Lyon, qui a fait la finale de Pro D2 face à La Rochelle à Brive en 2010. Enfin, super coach, Raphaël Saint-André. Ouais, super mec et super coach, ouais. Ah ouais, c'est un beau staff quand même. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Il y a un staff de qualité, ouais. Et c'est pour ça, ça va nous prendre du temps, mais on va y arriver.